Rebonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette 5e table ronde. Alors on l'a dit depuis ce matin, la crise sanitaire se traduit par une désorganisation profonde du système de santé, un système de santé trop curatif, trop vertical, un système de santé qui ne sait pas anticiper ce type de crise. Comment est-ce que la tech et justement les preuves de valeur de la tech dont on débat depuis ce matin peuvent éventuellement contribuer à améliorer la politique de santé publique pour mieux éduquer, mieux prévenir et mieux réagir. Donc nous allons échanger sur ce thème avec mes 5 invités. Je vous présente d'abord Laure Millet, qui est responsable du programme santé à l'Institut Montaigne. Baudouin Hu, qui est partenaire chez Carista, qui est un fonds d'investissement. Tout à fait. Voilà, Venture Capital. Ella Gariani, qui est en distanciel. Bonjour Ella, qui est directrice de projet à la délégation du numérique en santé au ministère des Solidarités et de la Santé. Christian Deleuze, président futur, à venir, présent de Medicine. Depuis le mois de mai. Voilà, exactement. Et également président du Health Data Institute. Healthcare Data Institute, dont on parlera tout à l'heure. Et puis vous, Myriam Moukal, directrice santé du secteur santé et life science chez Kwanza et présidente du conseil de la e-santé. Laure, on va commencer avec vous. L'Institut Montaigne vient de sortir une évaluation, je dirais, assez contrastée, voire même mitigée sur le bilan de l'action de l'exécutif face à la crise. Cela étant, qu'en est-il du numérique et des technologies digitales? Est-ce que, toute l'agilité des acteurs qui a été encouragée notamment par l'assouplissement d'un certain nombre de mesures, est-ce que c'est plutôt accrédité d'une bonne note? Et de façon plus globale, comment est-ce que vous appréciez l'impact de ces technologies numériques justement sur la conduite de crise? Alors effectivement, on a publié un bilan sur l'action d'Emmanuel Macron dans le champ de la santé depuis le lancement de la stratégie Ma Santé 2022. Je dirais que c'est un bilan plutôt nuancé, c'est-à-dire qu'on a voulu à la fois mettre en avant les réformes engagées, celles qui avaient été stoppées aussi à cause de la crise sanitaire, et puis celles qui au contraire avaient été menées à terme. On a salué effectivement l'action de la délégation du numérique en santé autour des sujets numériques, avec beaucoup d'actions engagées en faveur du numérique. Sur la télémédecine aussi, on a voulu saluer l'avancée parce que effectivement pendant la crise sanitaire, la téléconsultation a été prise en charge à 100% par l'assurance maladie. Maintenant, c'est remboursé au même titre qu'une consultation en physique. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pour favoriser cette nouvelle pratique de la médecine à distance, à la fois par une communication assez large de la part du gouvernement. Donc voilà, on a voulu mettre en avant tout cela et puis également saluer le CSIS, le Conseil stratégique des industries de santé, qui met 7 milliards sur la table pour la santé de demain et dont évidemment la santé numérique. Voilà, dont 2,1 milliards pour la santé numérique, si je ne m'abuse. Alors, justement, est-ce que globalement, l'écosystème vous paraît favorable pour qu'il y ait un usage, je dirais, de santé publique de ces technologies? Est-ce que, globalement, les décisions vont dans le bon sens? Est-ce qu'elles suscitent la confiance chez les acteurs? Puisqu'on sait que sans confiance, ce type d'avancée technologique ne peut pas se déployer sur le terrain. Ce qu'on a aussi mis en avant dans le bilan, c'est que la crise, elle a agi comme un révélateur à la fois des forces et des faiblesses du système de santé français. Il y a eu énormément de cas d'usage de l'intérêt de l'utilisation des données de santé. Je pense évidemment à Covid Tracker, c'est-à-dire que les citoyens français se sont rendus compte de l'importance des données de santé, de leur visualisation et de comprendre à quoi ça servait. Donc évidemment, la crise, c'est un cas d'usage inédit pour illustrer le bien fondé de l'usage du numérique et des données de santé. Donc en ça, c'est déjà, je pense, une réussite. En revanche, sur le volet formation, il y a sans doute encore beaucoup à faire pour acculturer, entre guillemets, les professionnels de santé, mais aussi les managers en santé à l'intérêt du numérique. Bien sûr. Alors, vous dites qu'effectivement, la donnée de santé a fait irruption dans le débat public, et en même temps, avec tellement de profusion et tellement d'interprétations possibles, on le voit à longueur d'émissions sur les chaînes d'infos en continu, c'est quand même désorientant pour le français, je dirais, de base, entre guillemets. On ne sait pas vraiment à quel sens s'ouvrir sur ce que nous disent ces données globalement. C'est quand même une des difficultés qu'il faudra demain peut-être lever.
Oui, il y a un enjeu autour effectivement de l'évaluation de certaines applications qui parfois sont à cheval un petit peu entre la santé et le bien-être. Je pense que le lancement de l'espace numérique de santé en janvier aidera aussi à orienter les Français dans leur choix. Et puis évidemment, comme toujours, une communication positive, je pense, autour de l'usage des données de santé, c'est vraiment très très important. On a tendance souvent à communiquer autour des risques que cela représente d'utiliser les données de santé, mais complètement. Il y a aussi beaucoup d'opportunités, notamment pour aider la recherche, et ça, il faut mieux communiquer dessus, je pense. Bien sûr. On en parlera, on va peut-être en parler avec Ella Gariani, puisque effectivement, vous pouvez aller peut-être répondre et compléter ce que vient de dire Laure et apporter effectivement la vision qui est portée par la délégation du numérique en santé sur ces questions d'usage, d'appropriation, de bon usage, je dirais, de la donnée de santé. Est-ce que c'est pas un de vos critères de préoccupation majeurs aujourd'hui ? C'est notre quotidien, oui, effectivement. Comme le disait Laure, on a été très engagés dans la lutte contre l'épidémie et dans la conception de services numériques qui allaient nous permettre de gérer la crise. Dès le début, dès le mois de mars de l'année dernière, on a accompagné la PHP et la Direction Générale de la Santé dans la mise en œuvre du programme CIDEP, qui est vraiment un dispositif sur lequel, si on avait demandé aux acteurs de l'écosystème il y a 10 ans ou 5 ans, tout le monde en rêvait, tout le monde attendait qu'un dispositif comme celui-là soit mis en place pour pouvoir suivre les épidémies, en l'occurrence celle du Covid a accéléré la mise en œuvre, et tout le monde vous aurait aussi dit que c'était impossible de mobiliser et d'aligner les intérêts de chacun. Face à cet enjeu, il s'agit de raccorder tous les laboratoires de biologie en France à un même système d'information qui nous permette de savoir, d'un point de vue de la diffusion d'une épidémie dans la population, là où on en est en termes de taux de positivité notamment. Et la mise en place de ce dispositif-là n'aurait jamais été possible sans le déploiement de référentiels, de services socles partagés d'un point de vue de sécurité, d'interopérabilité, qui sont des chantiers au cœur de notre feuille de route et qui, en l'occurrence, se sont avérés particulièrement utiles dans le cadre de la crise. Et puis, effectivement, au-delà de l'année passée, sur laquelle on a été quasiment dans l'obligation, face au mur, obligé de construire des infrastructures techniques d'envergure nationale, eh bien, on a continué à avancer en parallèle dans la mise en œuvre de l'espace numérique de santé, dont parlait Laure à l'instant, qui est d'ores et déjà en cours d'expérimentation dans 3 départements pilotes, Loire-Atlantique, Somme, Haute-Garonne. On a d'ores et déjà 70 000 espaces numériques de santé qui ont été activés par les usagers, les assurés sociaux de ces 3 départements. Et pour nous, la clé là, c'est vraiment de redonner la main aux patients, aux usagers sur leurs données de santé, faire en sorte qu'ils puissent avoir les données à partager avec les établissements, les professionnels de santé qui les prennent en charge, mais aussi qu'ils peuvent mettre à disposition d'applications numériques en santé de confiance pour que celles-ci leur proposent des services personnalisés à forte valeur ajoutée. D'accord. Alors, sur les 70 000 personnes qui testent l'ENS aujourd'hui, quel retour vous avez sur leurs usages, sur leurs difficultés éventuelles, sur leur niveau de satisfaction? Je suppose que vous suivez cette donnée qualitative de façon continue, je suppose. Oui, on suit ça avec une très grande attention. Alors le dispositif, il a démarré le 3 septembre, donc à date, je peux vous donner quelques éléments d'information, mais ça reste des informations assez partielles. On n'a pas encore un volume de données suffisant pour tirer des conclusions quelconques. Nous, on s'est vraiment attaché à faire en sorte que le dispositif, dans sa mise en œuvre, soit extrêmement transparent, c'est-à-dire que les personnes comprennent exactement à quoi allait leur servir leur compte Mon Espace Santé, qu'elles le prennent en main en l'alimentant elles-mêmes et qu'elles saisissent que c'est un espace sécurisé qui va leur permettre d'héberger de manière souveraine des données particulièrement sensibles et confidentielles. Entendu. Donc c'est beaucoup autour de ce parcours de prise en main du dispositif qu'on a des retours à date plutôt intéressants. Et puis sur les retours d'utilisabilité au quotidien, on les prend en compte au fil de l'eau pour améliorer le dispositif. Notre objectif, c'est de mettre en place ce mécanisme d'amélioration continue de façon pérenne dès maintenant et surtout à partir de janvier 2022 lorsqu'on aura un volume d'utilisateurs bien plus conséquent. Bien sûr. Une autre petite question par rapport à ce que vous disiez sur le CIDEP tout à l'heure. Globalement, que ces plateformes aient fonctionné finalement assez rapidement, est-ce que ça veut dire qu'il y avait un niveau de maturité qui finalement est préexisté par rapport... Et deuxième question qui est dans la foulée de celle-là, est-ce que cet outil s'est amélioré de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois? Est-ce que vous êtes content de
la migration poussée par l'épidémie de ces outils et quels enseignements on peut en tirer? Alors, en l'occurrence, sur le dispositif CINEP en tant que tel, c'est bien évidemment le reflet d'une maturité des acteurs, notamment du secteur de la biologie, mais c'est surtout la mobilisation collective extraordinaire dont ont fait preuve les collègues de la PHP, du ministère et de l'ensemble du secteur de la biologie médicale depuis le mois de mars et depuis le démarrage de cette épidémie, en parallèle des enjeux de disponibilité des tests et des kits de tests. Donc là-dessus, c'est vraiment le résultat d'un alignement collectif piloté par le ministère et sur lequel vraiment tous les acteurs de l'écosystème ont mis la main à la pâte pour qu'on y arrive, pour avoir les données dont parlait Laure et qui, derrière, ont pu permettre à des acteurs comme Covid Tracker, par exemple, d'améliorer la compréhensibilité, la lisibilité de ce qui était en train de se passer du point de vue épidémiologique. Complètement. Merci, Ella. Myriam, donc je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes associée dans un cabinet de conseil sur la stratégie de transformation des organisations, notamment sur la santé. Vous avez également une expérience dans la décision publique en matière de santé. Vous êtes par ailleurs président du Conseil de la e-santé. Au vu de cette expérience, comment selon vous, faut-il transformer l'essai pour que le système de santé évolue à la faveur de ces outils vers un modèle plus préventif et plus prédictif? Oui, merci. Effectivement, tout le monde l'a à peu près dit, mais que pouvoir souscrire à ces constats, c'est que la crise épidémique a vraiment mis en lumière la capacité du numérique à répondre à des besoins de santé. Mais ce constat est quand même à appréhender avec prudence compte tenu de la montée de la fracture numérique, de l'électronisme, des pertes de chance et des organisations qui demeurent à date encore très claniques et parfois rudimentaires. Et c'est la raison pour laquelle il faut tirer des enseignements utiles de tout ce qu'on a pu mettre en place durant la crise et capitaliser sur les forces en présence pour développer des solutions du numérique et leur permettre d'apporter un véritable service médical rendu. Je pense qu'il faut vraiment effectivement changer de paradigme et ne plus penser à être uniquement curatif et penser à une santé plus globale qui prenne en compte la prévention, mais pas uniquement sur le volet primaire. On doit faire face aujourd'hui à un vieillissement de la population, au développement des pathologies chroniques, sans compter à des populations qui sont aussi parfois fragiles, éloignées du numérique et du système de santé. Donc le gouvernement en a pris acte dans le cadre du Ségur de la santé et dans la continuité du plan Ma Santé 2022. Ils veulent promouvoir effectivement un système de santé via notamment le numérique plus inclusif, qui prenne en considération le domaine de la prévention. Je pense qu'il faut quand même passer un cap, c'est qu'aujourd'hui on mise pas forcément sur la prévention parce qu'on n'a pas d'analyse médico-économique sur les retours sur investissement que peuvent apporter ce type de solutions. Et c'est un peu aussi le problème que rencontrent les industriels, c'est qu'ils ont du mal à évaluer eux-mêmes le bénéfice que représente, notamment sur le plan de la prévention, leurs solutions. Et donc il faut vraiment capitaliser sur ce volet-là pour évaluer et co-construire les projets en lien avec tous les acteurs du système. Dans le même temps, il faut également accompagner l'ensemble des acteurs. Laure l'a également précisé, ainsi que les autres interlocuteurs. Il faut vraiment rentrer dans une stratégie de coopétition si on veut répondre aux enjeux, notamment du CSIS 2030, pour être un leader en Europe sur le plan de la santé et de l'innovation. Et pour ce faire, il faut revoir nos modes de fonctionnement et nos modes d'organisation et décloisonner vraiment le système de santé et pas seulement le dire, parce que je pense que tout le monde partage ce constat, mais vraiment se donner les capacités de mise en œuvre. Et ça doit passer par plusieurs volets, comme notamment le sujet de la formation, de l'inclusion numérique, mais également tout ce qui peut faire sens pour... Deux points dans ce que vous dites, si je peux me permettre de relancer. D'abord, vous avez évoqué les inégalités de santé en estimant
sentiment qu'effectivement ces technologies peuvent être des leviers pour les réduire, sauf qu'il y a aussi effectivement l'éloignement, comme vous dites, du numérique. Il y a la fracture, bien entendu, qui a une fracture, enfin un problème technologique. Il y a aussi effectivement l'appropriation de ces outils, la capacité de bien les utiliser. Comment est-ce que justement on essaie de réduire ça pour que le numérique soit pas un obstacle supplémentaire à l'égal accès à la santé? C'est un peu comme ce qu'on a pu proposer avec le gouvernement dans le cadre de la stratégie de gestion du Covid. Il faut promouvoir la politique de l'AEVR et avoir des ambassadeurs qui sont des personnes de confiance pour les patients et usagers, à savoir les professionnels de santé, le médecin traitant, l'infirmier ou même des personnes qui représentent la société civile et qui soient formés à ces outils pour eux-mêmes les accompagner vers ces nouveaux usages-là. Je pense que c'est pas la première difficulté, c'est surtout de pouvoir donner les moyens humains et techniques à ces personnes pour pouvoir échanger avec Exactement. eux et leur permettre de faire face à... J'ai une deuxième question que je vous poserai après, parce que j'aimerais bien entendre réagir à la proposition de Myriam sur des ambassadeurs de la santé numérique sur les territoires. Je suppose que c'est une solution à laquelle vous travaillez. Alors, si c'est le cas, comment et quand ? Oui, ça m'a fait sourire parce que c'est exactement le nom qu'on leur donne. On appelle ça des ambassadeurs, notamment autour du dispositif donc Mon Espace Santé, l'espace numérique de santé dont je vous parlais tout à l'heure, qui est en cours d'expérimentation à Haute-Garonne. Et donc on a effectivement mis en place un réseau d'ambassadeurs qui sont pour l'instant tous bénévoles, qui sont mobilisés soit par les universités, je pense notamment à l'université de pharmacie et de médecine, soit par des collectivités locales, le département ou la région, soit par la société civile, et je pense notamment là aux associations, que ce soit des associations de patients ou des associations qui font d'ores et déjà de la médiation numérique sur d'autres thématiques. Et en fait, on leur partage quelques éléments d'information, en l'occurrence là spécifiquement sur Mon Espace Santé, pour qu'elles puissent derrière diffuser, déployer la bonne parole, entre guillemets, en tout cas expliquer aux gens la manière dont ça fonctionne et la manière dont ils peuvent prendre en main le dispositif. On organise ça dans l'accueil de certains établissements de santé ou même sur des marchés à l'extérieur ou dans l'accueil d'autres espaces publics comme des bibliothèques ou des mairies. Donc ça, c'est des dispositifs qu'on est en train de tester sur le terrain aujourd'hui. Bien sûr, va se poser la question derrière du déploiement, mais pour nous, ça s'appuie sur un ressort assez, courant dans notre société, et on relie ça vraiment à une notion de solidarité numérique, de se dire, moi j'y arrive, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas expliquer à quelqu'un... Vous avez juste un problème, vous me dites si je me trompe là, mais vous avez juste un petit souci qui est exogène pour vous, qui est effectivement la couverture intégrale du pays par la fibre ou la 4G ou la 5G, parce qu'effectivement, on a beau avoir des ambassadeurs, s'il n'y a pas les tuyaux, voilà. Vous êtes d'accord? Je ne vous laisse pas développer là-dessus pour si ça vous ennuie pas, à moins que vous ayez deux petites précisions à apporter, parce qu'il faut qu'on avance. Et que justement, la deuxième question que je voulais vous poser, Myriam, et du coup on se la reposera après, c'est effectivement l'évaluation de la valeur de ces solutions qui vont conditionner le modèle d'affaires qu'il y a derrière, bien entendu. Christian, je me tourne vers vous. Donc, vous représentez les industriels de la santé, en quelque sorte. Vous êtes président de Medicine, vous êtes président bientôt sortant de Sanofi Genzyme. Vous êtes également président du Healthcare Data Institute. On n'a que 10 minutes. Oui, pardon. Je ne vais pas décliner effectivement tous vos titres, sinon on en a jusqu'à minuit ce soir. Comment est-ce qu'effectivement, comment est-ce que vous, industriels, su profiter de cette crise d'une part, et d'autre part, est-ce que les preuves de valeur que vous avez pu fournir vous donnent une nouvelle responsabilité demain en matière de santé publique? Est-ce que ça va bouger la position des labos et plus largement des industriels de la santé dans le champ de la valeur de la santé? Alors d'abord, Medicine, c'est 500 adhérents et c'est du public, du privé, des petites boîtes et dans tous les secteurs. Donc, si je réponds sous cette casquette-là, c'est pas forcément la même réponse que je ferais que si je réponds en tant que Sanofi. Les enjeux sont différents. Enfin, je voulais revenir juste sur les derniers propos. Dans certaines îles bretonnes où il n'y a pas de médecin, le kiné fait depuis des années de la téléconsulte. Hein. Il vient chez les gens, il a une caméra, il est en lien avec des médecins qui sont sur le continent. Et enfin,
Juste pour dire que ça existe, on réinvente, voilà. Molène et Ouessant. Exactement. Voilà. Donc oui, cette idée que on peut avoir, au-delà même du fait d'expliquer comment fonctionne l'espace numérique en santé, aller jusqu'à favoriser un meilleur accès à des soins de qualité sur tout le territoire, c'est déjà techniquement possible. Et il y a probablement des professionnels de santé qui sont prêts à s'impliquer pour peu qu'on leur donne un cadre un peu différent de celui d'aujourd'hui. Et du coup, ça m'amène à répondre à ta question qui est le Covid, ça a libéré un certain nombre de choses, et notamment alors malheureusement sous la pression de la gravité de l'urgence et de l'idée qu'on ne savait pas comment gérer. Et du coup, on s'est mis à faire des choses bien plus vite, bien plus simplement et bien plus efficacement, et notamment en matière, par exemple, d'essais cliniques, où on parlait de Covid Tracker, je ne sais pas combien de temps il aurait fallu pour mettre en place un outil comme ça sur la pression, et on se rend compte que sous la pression, la population accepte parfaitement que ces données de santé soient utilisées, alors qu'on passe son temps à douter. D'ailleurs, quand j'ai vu le titre de la table ronde, quand tu me parlais de prévention, je crois que tu parlais de la prévention des données de santé. J'allais dire, j'ai l'impression qu'on en fait déjà pas mal sur le sujet. Non, mais je pense qu'il y a les deux dimensions. Ben voilà, mais aujourd'hui, on est numéro 1 mondial de la protection des données de santé. Le RGPD, nous met tout en haut de l'échelle. Ce qui est évidemment une des réponses qu'on peut donner à la... Mais c'est pas pour autant que la confiance est là. Le public, le RGPD, ça ne parle pas beaucoup. Alors, sauf si tu reprends l'histoire dans l'autre sens. Si tu dis Covid Tracker, on a fait beaucoup moins sur le respect de données de santé, on s'est beaucoup moins interrogé parce qu'il y avait un usage immédiat et urgent. Et du coup, les gens ont compris à quoi ça servait. Est-ce que la pédagogie, ça n'est pas rapprocher le besoin et l'usage? Si les gens voient que leurs données de santé sont utiles tout de suite à quelque chose qui change leur vie, je pense que dans la réalité, dans un micro-trottoir, ils te répondront bien mieux qu'ils sont d'accord pour les partager. Tant qu'on en sera à avoir cette idée dans une émission télévisée d'un soir qui montre que la donnée de santé, ça n'est exploité que pour que des gens riches s'enrichissent encore, on aura un peu de difficulté à le faire adhérer. Donc pour moi, la pédagogie, elle démarre par rapprocher le besoin et l'usage. Et donc la réponse, elle n'est pas techno, la réponse, elle est de quoi nos concitoyens ont-ils besoin. Par exemple, quand tu prends le RGPD où on parle de la mobilisation des données de santé à l'hôpital, il faudrait qu'on arrive à rediscuter du champ dans la santé parce qu'on les collecte une fois et c'est très utile pour faire du suivi et regarder comment dans la vie réelle on pourra améliorer le parcours de soins, mais on ne peut pas les utiliser dans la recherche. Complètement. Du coup, toutes les entreprises qui veulent, que ce soit d'ailleurs dans la e-santé ou dans les essais cliniques, essayer d'utiliser, alors que demain, on va peut-être pouvoir bénéficier de jumeaux numériques, on va pouvoir bénéficier de l'intelligence artificielle, il faudrait qu'on se plonge dans un besoin de simplification de l'accès à la santé. Qu'on repense la gouvernance, qu'on ait une gouvernance plurilatérale avec des malades, des associations de malades, des professionnels de santé, des industriels de tous les secteurs et bien sûr des autorités de santé. Le HDH, bien sûr, au centre du dispositif, mais il faut fluidifier, rendre plus simple, encore plus rapide. Horizontale. Parce que moi, c'est ça que je retiens de la crise du Covid. Voilà. Quand c'est grave, quand les gens meurent et qu'on n'a pas de solution, on est prêt à prendre des risques, on est prêt à investir. Ce qu'on ne faisait pas avant, et on dit, tiens, c'est marrant, ça marche mieux quand on prend des risques et quand on investit. Il me semble que c'est un peu la définition de l'innovation. En même temps, Christian, une donnée, c'est froid, ça tombe d'en haut, c'est souvent macroéconomique. Le problème, c'est qu'il faut pouvoir lui donner du sens dans le quotidien des gens. Tu vois, vite Mados, les gens, ils ont vu du sens au quotidien tout de suite. Ils ne sont pas demandés. D'accord, mais quand ils rentraient un truc, ça allait être utile. Mais finalement, parce qu'on est dans... J'annule le rendez-vous, il est remis à dispo. Parce qu'on est dans l'anxiété majeure de la... Eh bien, maintenant que nous avons appris de ça... Comment est-ce qu'on transforme l'essai en vitesse de croisière dans un système de santé qui va bien, dans un pays qui va bien, pour qu'effectivement, tous ces gens qui vont s'habituer à consulter de la donnée de santé la transforment en action pour leur santé. C'est ça la difficulté, on est d'accord ? Encore une fois, pour moi, la pédagogie, elle part par rendre concret la notion de usage de données de santé. Parce que là, on est tous experts et déjà, je suis pas sûr qu'on parle tous exactement la même chose, mais évidemment, quand on parle d'usage de données de santé, comme tu disais tout à l'heure, un Français qui vit dans un désert numérique et un désert médical, ça ne lui parle pas du tout. Donc, on est bien d'accord. Pour moi, la pédagogie, elle part de rapprocher encore une fois le besoin et l'usage. S'ils se rendent compte qu'on utilise les données de santé pour leur rendre un service utile, je suis assez convaincu qu'ils seront majoritairement d'accord. Il y aura toujours des anti-usages, comme il y a des anti-vax et ce que tu veux. Mais je pense qu'ils seront majoritairement d'accord. Et là, on parlait de la téléconsultation. On se félicite et on a raison. On est passé de 30 000 à 1 million, mais c'est quand même encore qu'1 million sur 400 millions de consultes mensuelles. Il y a du chemin. C'est sûr. Et on parlait de fracture numérique. Je suis convaincu qu'il y aura... On amènera plus facilement le réseau et la téléconsulte au fin fond de l'Ardèche
qu'un généraliste ou mieux un spécialiste de rhumatologie ou de pneumologie. Bien sûr. Donc, Bien sûr. quelle que soit la difficulté que nous aurons à mettre en œuvre, c'est quand même une ligne qu'on doit suivre. Et encore une fois, retenons de cette période que, finalement, on peut faire plus simple, on peut faire plus vite. Il faut des moyens et accepter un peu de prise de risque. Les pouvoirs publics bougent, hein, puisque Franck Mouton nous rappelait ce matin, nous soulignait que dans le prochain PLFSS, la télésurveillance qui était expérimentale va passer en vitesse de croisière, ce qui a l'air de rien, mais qui est très attendu par le paysage des acteurs et des opérateurs, hein, globalement, dont on voit effectivement tous les bénéfices potentiels. On va peut-être passer je dirais, à la dimension un peu économique et de marché, hein, de ces solutions technologiques avec vous, Baudouin Hu. Donc, comme je l'ai dit, vous êtes associé dans un fonds d'investissement qui a explicitement délégué une partie de son travail sur la e-santé. Alors peut-être nous dire tout simplement ce que vous faites depuis 2018 et puis du coup comment vous financez les projets que vous sélectionnez, selon quels critères et avec quels je dirais bénéfices ou preuves de valeur attendues. Donc Carista est un fonds de capital risque qui existe depuis 20 ans, qui couvre 2 domaines principaux qui sont la santé, où on investit sur des biotech, des medtech et le digital d'autre part. La e-santé est un secteur qui est couvert par notre équipe depuis 2006, où on a été le premier investisseur du pionnier de ce marché, qui est la société Volontis. Ah oui, d'accord. On a accompagné jusqu'à la bourse. Diabéo, si je ne m'abuse. Diabéo faisait partie des produits effectivement développés par Volontis. Notre regard sur ce marché, il est donc évolutif, hein, c'est le sens de l'histoire. On investit sur les grandes tendances. On est tous équipés d'un smartphone, on accepte de plus en plus l'usage de nos données, qu'on soit d'ailleurs en bonne santé ou pas. Hein. Beaucoup d'entre nous ont un device connecté qui capte des données qui sont envoyées dans un serveur au fond de la Californie. Donc voilà, faut être aussi lucide sur ce que les gens sont prêts à accepter aujourd'hui, peut-être aveuglément. Hein. Donc, nous, notre objectif d'investisseur, il est simple. Il est de soutenir des équipes qui sont sur une amorce d'un succès, de les accompagner dans ce succès en leur apportant des moyens et d'en tirer les bénéfices conjointement avec eux à la fin de l'histoire. Enfin, la fin de l'histoire pour nous. Essentiellement, au-delà des critères classiques que sont le marché, l'équipe, la technologie, ce qui va compter pour nous dans ce marché émergent, c'est le fait de pouvoir comprendre qu'il y a effectivement un modèle économique. Et ça, c'est vraiment déterminant. Bien sûr. Christian a parlé du passage en droit commun de certaines prestations de télésurveillance. Ça fait vraiment partie des tout premiers galops d'essai en France sur certaines solutions. Il se trouve qu'on est l'investisseur d'une des sociétés qui est le plus avancée dans le programme étape. Ça n'a pas été innocent. Hein. Si on veut pouvoir constituer en France de manière économique des champions, on a besoin de pouvoir aussi stimuler cette économie nouvelle en créant les champions déjà sur notre marché domestique. Bien sûr. Voilà, pour ensuite les pousser à l'export, et c'est ce qui se passe également. Donc c'est un marché qui se structure à différents points de vue, du point de vue des infrastructures, et là on a parlé, l'espace de santé numérique qui se met en œuvre. Du point de vue des idées, de l'innovation, de la capacité entrepreneuriale, la France est un terreau fantastique. On a des très bons médecins, on a des très bons matheux, on a des très bons entrepreneurs. Donc moi j'ai pas de sujet par rapport à ça. Voilà, ce qui va compter, c'est l'accès au marché, d'abord français, européen peut-être. Je ne vous cache pas que beaucoup des sociétés qu'on regarde, qu'on soit investisseur ou non d'ailleurs, se tournent très rapidement vers les États-Unis, parce qu'on a un marché qui est assez profond, qui est plus mature. Voilà. Donc le modèle économique, c'est vraiment la clé. Et on est en train d'apprendre, ça se met en place de manière progressive. C'est quoi le modèle? C'est remboursé par remboursé? C'est remboursé par qui? Dans la santé, on payé par le consommateur, enfin? Alors, il y a des solutions très orientées bien-être et consommateurs, et c'est pas nécessairement notre cœur de marché, en tout cas. Nous, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir soutenir des entrepreneurs qui développent des solutions de soins de meilleure qualité, à moindre coût, et qui apportent un bénéfice clinique aux patients. Voilà. Quand on arrive à avoir ce triptyque, on apporte une amélioration du service médical rendu, qui est aujourd'hui le juge de paix de tout produit de santé, que ce soit biotech, medtech ou e-santé, et c'est ce qu'on vise. Voilà. Et on arrive à trouver des solutions qui, à moindre coût, permettent de mieux soigner les gens. D'accord. Vous faites du capital risque. Myriam évoquait tout à l'heure la nécessité d'avoir un retour de preuve de valeur, avec des programmes de recherche clinique adaptés, puisqu'on ne peut pas faire du placebo randomisé en double aveugle, ça paraît compliqué. Mais du coup, vous bon, c'est votre métier de risquer, mais en même temps, vous êtes très aveugle quand même sur le potentiel d'utilité, de valeur de ces solutions. Est-ce que tout est nouveau?
Ou presque. Tout est nouveau en termes de solutions. Par contre, les besoins cliniques existent. C'est sûr. Les patients sont là, ont besoin désespérément de ce type de solution. Donc voilà, ce qui est nouveau, c'est la manière d'adresser leur pathologie, la manière de les suivre et de compléter l'arsenal thérapeutique qui est disponible aujourd'hui. Avant de vous relancer, Baudouin, excusez-moi, Christian doit malheureusement nous quitter. Merci infiniment, Christian. Merci. Voilà. Je souscris à tout ce qui vient d'être dit. Voilà. Une des solutions, ça serait qu'on passe à un paiement complet des soins, à la qualité. C'est ça. Qu'est-ce qui rendra la donnée et les traceurs et l'ensemble indispensable le jour qui est expérimenté, en tout cas qui est travaillé depuis 3 ans, voilà, avec Ma Santé 2022, globalement. Merci Christian, à bientôt. Autre chose aussi, il nous reste un quart d'heure. Je vous rappelle, je ne l'ai pas dit en début de table ronde, que vous pouvez bien entendu poser vos questions ou donner vos réactions sur hashtag PHT 2021. N'hésitez pas. Comme ça, on aura un quart d'heure pour répondre à vos questions. Alors, je me tourne vers vous peut-être pour aller dans le prolongement de ce que disait Baudouin, justement, sur le problème du modèle économique. Alors, on ne sait pas faire vraiment autrement dans la santé et on s'y est habitué que le remboursement par l'assurance maladie à 35, à 65, etc., avec toutes les limites que ça implique. Est-ce que c'est adapté pour toutes ces solutions? Et est-ce que vous, par exemple, à l'Institut Montaigne, vous réfléchissez à des alternatives en la matière? Je reviendrai justement sur ce qu'on vient de dire sur la qualité de vie. Nous, on a beaucoup milité pour l'évaluation justement à la fois en vie réelle de certains traitements médicamenteux ou dispositifs, et puis sur l'évaluation de la qualité de vie par les patients eux-mêmes. Bien sûr. Aussi, parce que quand on parle de données, d'implication des patients, des citoyens, ça passe aussi par l'implication qu'on peut leur donner dans l'évaluation de leur propre maladie, de checker leurs symptômes régulièrement, etc. Et je pense que c'est un peu le sens de l'histoire, entre guillemets, dans la santé, c'est de rendre le patient toujours plus acteur. Et je pense que dans la qualité, c'est évidemment la première chose recherchée quand notamment on est atteint de maladies chroniques. Peut-être par ailleurs, sur le volet financement, je pense que ce qui est important aussi de préciser, c'est l'évaluation en fait en amont, avant le remboursement. Bien sûr. Les modèles d'évaluation, notamment de la Haute Autorité de Santé, ils ont été construits autour de dispositifs connectés, de dispositifs médicaux non connectés, des médicaments classiques entre guillemets, où il n'y a pas encore de dispositifs numériques associés à la prise en charge. Donc il faut aussi du côté des autorités revoir la manière dont on évalue ces dispositifs connectés, et puis aussi tous les logiciels d'intelligence artificielle qui sont par définition évolutifs et apprenants. Donc comment est-ce qu'on évalue un dispositif qui évolue dans le temps? D'accord. Alors, pour le coup, sur le remboursement, pour l'instant, il y a quoi? Mouvecare, on est bien d'accord, une thérapie digitale, c'est la seule, ça date de quoi? 8 mois. On s'est félicité comme quoi c'est un peu une première au monde. Qu'un système d'assurance maladie publique rembourse une thérapie digitale. Mais so what, il y a personne, il y a peut-être des gens dans les rangs derrière, mais rien n'aboutit pour l'instant. Donc c'est peut-être pas la solution. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? La solution, c'est de se dire, c'est d'accepter en fait d'avoir aussi. Alors nous, on a travaillé là-dessus, mais plutôt sur les médicaments. Par exemple, le modèle allemand, c'est-à-dire que le modèle allemand est un modèle de fixation des prix a posteriori. Exactement. On se met d'accord sur ce qu'Emmanuel Macron a accepté de traduire normalement dans les faits, dans le cadre du CSIS. Donc c'est-à-dire qu'on se met d'accord avec l'industriel sur un prix à un instant T, et puis on a une clause de revoyure un an après, en fonction de la qualité et de l'évolution de ce que le traitement a permis sur l'état de santé du patient. Je pense que ça, c'est probable. Donc tout est ouvert dans tous les cas. Oui, Baudouin. J'ajoute un point. Il se passe donc en Allemagne la même chose sur les thérapies digitales, avec un programme expérimental où je pense que les autorités allemandes l'ont bien compris. Pour pouvoir prouver en fait de la valeur de ces données-là, il faut créer de l'usage. En fait, et d'où l'ouverture d'un remboursement expérimental pour une période de 12 mois, pendant lesquels les solutions peuvent être déployées, utilisées par les patients, et les éditeurs de ces solutions numériques apportent 12 mois plus tard une restitution de données avec une évaluation de... Voilà qui est intéressant. Donc effectivement, ça rejoint ce que disait Laure sur l'importance de la satisfaction, l'expérience patient. L'amélioration de la qualité de vie. Ce qui veut dire qu'il faut des bonnes échelles d'appréciation. Il faut des questionnaires très fins, je suppose, pour que... Ce sont des méthodologies nouvelles. Complètement. On est tous en train d'apprendre, collectivement. Exactement. En Europe. Nous, on accompagne une société belge qui s'appelle MoveUp, qui fait des programmes de rééducation personnalisée à la base de collecte de données pour les patients post-chirurgie ambulatoire de différents types. MoveUp est la première solution belge remboursée par le payeur national, et ils sont en train aujourd'hui de réaliser un essai clinique randomisé pour justement pouvoir valider de la supériorité de leur approche par rapport à la kiné conventionnelle, qui est aujourd'hui le facteur le plus variable par rapport au pronostic clinique
de ces opérations-là. Merci Baudouin. Myriam, vous représentez le Conseil de la e-santé qui regroupe notamment beaucoup de ces entrepreneurs. Alors justement, sur cette question du modèle économique, sur la question du remboursement, sur la constitution de valeur, sur l'évaluation que vous évoquiez, quelles sont un peu les attentes au jour d'aujourd'hui, après justement le Covid et toutes les, je dirais, les promesses que peuvent vous offrir cette technologie. Comment vous les situez, vous ? Alors, tout dépend de quoi on parle. Quand on parle des industriels, les attentes autour d'un business model seront évidemment différentes si on parle d'une biotech, d'une medtech ou d'une entreprise de la e-santé. Ouais. Mais soyons plutôt sur la e-santé, pour le coup. Je partagerai effectivement les propos tenus par Laure en ce qui concerne le développement d'une culture de l'évaluation. Également, pour répondre à notre cher collègue, une culture du risque. En France, on est quand même très éloigné pour des raisons éthiques, réglementaires et bien d'autres, notamment là, justement en réponse à la qualité et à la sécurité des soins. On est très loin de la culture du risque qu'on peut voir aux États-Unis, en Israël, à Singapour, etc. Et donc c'est aussi peut-être revoir un petit peu le changement de paradigme et plutôt aller vers une conception des solutions, peut-être en lien aussi avec des professionnels, parce que mon association, justement, elle regroupe à la fois des professionnels, des académiques, des biotech, des medtech, des startups de la e-santé, et on permettrait également de pouvoir évaluer très en amont les solutions, mais également de les dérisquer pour qu'elles puissent se développer de façon plus rapide. Complètement. Donc ça, c'est un des premiers volets. Et le deuxième, c'est évidemment ne pas forcément penser à un modèle économique qui soit figé. Parce qu'une entreprise qui va démarrer, elle va se dire qu'elle peut reproduire ce qui est déjà permis dans d'autres secteurs industriels traditionnels. Or, on parle de santé. Une solution qui va être développée sur un secteur... Le e-commerce, par exemple. Ne pourra pas, ne pourra pas être déployée. De toute façon, le client n'est pas le payeur, n'est pas forcément l'utilisateur final. Et sans compter aussi qu'on parle de santé, donc il faut évidemment prendre en compte le service médical rendu et la dimension éthique inhérente à la santé. Donc ce qu'attendent vraiment les industriels, c'est d'une part d'avoir un guichet unique et une porte d'entrée du côté du système de santé, que ça soit du point de vue du ministère, mais également dans les établissements de santé, des associations de patients, des professionnels, pour mieux appréhender le système de santé et pouvoir les accompagner très en amont, soit dans le développement de leurs projets, soit pour accompagner aussi des professionnels qui cherchent eux-mêmes à développer leurs produits, à travailler sur la gestion de données, à développer leurs projets de recherche. Simplicité, lisibilité, partenariat, globalement, horizontalité avec les acteurs, les consommateurs, ceux qui les prescrivent, ceux qui les remboursent ou qui les payent ou pas d'ailleurs. Voilà, et je pense que c'est un peu les ingrédients qu'on partage, à mon sens, de façon générale, mais qui participent, in fine, à développer un access market beaucoup plus simple, plus rapide, et évidemment permettre aussi aux entreprises de soit revoir leur modèle économique en fonction de remboursement de moyen terme, une fois le marquage CE effectué, etc., soit de penser à trouver d'autres moyens de répondre à leurs besoins identifiés. Merci Mireille. Et là, si je ne m'abuse, vous allez commenter tout ce que vous avez entendu, parce qu'on est au cœur de vos réflexions, je le sais. Globalement, je sais aussi que vous allez recenser toutes les applis et les solutions digitales et les proposer dans l'espace numérique de santé, globalement, mais vous n'allez pas les évaluer ni les noter, on est bien d'accord, dans un premier temps, mais il faut quand même les sélectionner, donc je suppose qu'il y a des critères de sélection. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est quelle part, justement, vous accordez aux questions de prévention, de santé publique, d'anticipation à ces solutions pour éventuellement les pousser en avant et dire, voilà, ça va contribuer à cette évolution structurelle du système de santé tel qu'on y aspire tous avec les enseignements du Covid. Excusez-moi pour cette question. Bien sûr. Ouais.
Pas de souci, mais pour rebondir sur ce qu'ont dit les différents intervenants déjà à date, il y a un certain nombre des constats qui sont effectivement partagés sur les difficultés d'accès au marché des nouvelles technologies utiles pour le soin et la prise en charge en termes de santé, qui sont déjà traités dans le cadre de la stratégie d'accélération santé numérique qui a été annoncée il y a de ça quelques mois. Je pense notamment à 2 sujets qui ont été abordés, comme par exemple l'expérience allemande sur le fait de tester le remboursement a priori et d'évaluer au fil de l'eau en fait la validité d'une solution mise sur le marché. Donc ça, typiquement, c'est quelque chose qu'on va intégrer dans le cadre du PLFSS 2021, du projet de loi de finances de la sécurité sociale, pour pouvoir le tester en France aussi et voir ce que ça peut faire en termes d'accélération pour les acteurs économiques du secteur. Je pense notamment au fait d'avoir un guichet unique, comme le disait à l'instant Myriam, pour orienter les acteurs économiques qui voudraient développer des solutions utiles dans le secteur de la santé. Je pense au portail Genius qui a été mis en place et qui a un vrai effet de vulgarisation pour aider un acteur à s'y retrouver dans la pléthore des interlocuteurs qu'il va avoir à contacter dans le cadre de sa mise sur le marché. Tout ça, c'est bien évidemment le premier pas avant de refondre un peu le processus global d'accès au marché, mais dans un premier temps, ça lui donne une vision à plat de l'ensemble des interlocuteurs qu'il va avoir à contacter. Et puis pour répondre à la question sur le référencement dans mon espace santé, donc effectivement, on va mettre en place un catalogue de services qui permettra aux assurés, aux citoyens de découvrir la richesse de l'offre de services numériques qui peuvent être utiles pour prendre soin de sa santé. Alors dans un premier temps, on a travaillé avec la HAS à la définition de critères qui permettent de vérifier la qualité du contenu de ces applications-là pour garantir la fiabilité médicale de la solution et pas nécessairement effectivement la qualité en termes de prise en charge ou de bénéfices médico-économiques de la solution. Ce sera peut-être dans un second temps, mais ne serait-ce que vis-à-vis de la maturité du marché, on a préféré s'appuyer d'abord sur des critères d'évaluation de base qui permettent d'évaluer si la solution qu'on référence a bien mis en œuvre toutes les méthodologies nécessaires pour garantir la qualité du contenu et donc la fiabilité des informations qui sont fournies à l'utilisateur. On a construit ça avec la HAS et c'est un premier pas vers l'évaluation du bénéfice médical des applications. C'est clair. Laure l'évoquait tout à l'heure, parce qu'il y a eu beaucoup d'applis un peu gadgets qui se sont développés dans le champ du bien-être pour les sportifs obsédés par leur rythme cardiaque. Enfin, c'est très bien, mais voilà, le gap, parce que ça se présentait comme des outils d'aide à, je dirais, une certaine médicalisation de certaines approches. Enfin, en tous les cas, c'était présenté comme tel. Comment est-ce qu'on bascule du bien-être vers effectivement un soutien, enfin quelque chose qui peut être prescrit demain pour la prévention, pour justement cette gestion des risques, etc., etc. Est-ce que, je suppose que vous travaillez sur cette question ? Alors, nous, concrètement, les applications de bien-être qui sont effectivement utiles, quelque part, elles ne sont pas directement dans le champ des sujets qu'on traite. Elles peuvent être utiles à une personne qui, justement, veut suivre son rythme cardiaque ou améliorer sa performance sportive. Ça peut avoir des effets positifs sur la santé de la personne en question. Nous, on va vraiment chercher à améliorer l'accès au marché des solutions qui ont un impact direct sur la prise en charge de la personne par rapport à une pathologie en particulier ou en prévention de cette pathologie. Et donc ça se travaille par des évaluations cliniques et c'est notamment un des sujets qu'a abordé Myriam également sur le fait d'avoir un guichet unique qui permette aux entreprises d'accéder à des partenaires à l'intérieur d'établissements de santé, des partenaires thérapeutiques avec qui ils vont pouvoir travailler le parcours de soins d'une personne en intégrant nativement la dimension préventive. Et ben ça, c'est fait partie également des actions qu'on est en train de mener dans le cadre de la stratégie d'accélération santé numérique avec la mise en place de partenariats entre des établissements de santé et des entreprises qui souhaitent expérimenter en conditions réelles leurs solutions et donc de permettre d'évaluer en conditions réelles l'impact effectif de telle ou telle solution dans le parcours de soins. Ça reste une condition sine qua non à l'accès au marché, l'évaluation effective du bénéfice médico-économique. Et nous, notre rôle, c'est de faciliter l'accès à ces terrains d'expérimentation. Très bien. Il nous reste quelques secondes. Alors peut-être si l'un de vous quatre veut dire quelque chose qu'on n'a pas encore dit ou apporter un mot de conclusion, c'est pas obligatoire. Vous pensez que non, on n'a rien oublié ?
Oui, juste une chose autour de... On a beaucoup parlé des industriels du secteur privé. Je voulais juste rappeler qu'à l'Institut Montaigne, on avait pas mal creusé la question de la structuration de la filière santé en France. Je pense que c'est un enjeu aussi très important parce qu'on a, vous l'avez dit, un pléthore de solutions, des acteurs, des grands groupes, des ETI, des PME qui vont sur la santé parce qu'elles l'étaient historiquement ou parce qu'elles se convertissent entre guillemets à la santé comme peuvent faire les GAFA aussi. Et je pense qu'il y a un enjeu de structuration de cette filière un petit peu sur le modèle de ce que le secteur de l'aéronautique a réussi à faire, hein, de réussir à parler et avoir des interactions régulières avec les pouvoirs. Avec l'agence et également l'agence d'innovation en défense par ailleurs. Permettra justement d'avoir un espace de dialogue et de discussion. Exactement. J'ajouterais à ça, je souscris complètement. Si on veut garder un minimum de souveraineté en fait sur le sujet, il faut qu'on constitue des champions nationaux. Et la meilleure manière pour ça, c'est de faire un appel d'air sur le marché en finançant les opérateurs domestiques qui se présentent et qui ont des solutions de qualité. Exactement. Et vous viendrez avec des fonds privés complétés, mais il faut un amorçage. Parce qu'il faut plus de fonds privés, Baudouin. Hein. On l'a dit depuis ce matin. Alors ça progresse, mais c'est pas à vous qu'on va le dire puisque vous le faites. Mais l'État français joue un rôle déjà très important au travers de BPI France. Tout à fait, tout à fait. Qui a un rôle effectivement majeur sur le sujet. C'est un marché qui est nouveau, une catégorie d'investissement qui est relativement nouvelle par rapport à d'autres qui sont plus établis. Et donc, il faut éduquer aussi ce marché. Avec toujours le problème de la maturation des projets jusqu'à la phase industrielle, avec la crainte que ces opérateurs n'aillent s'installer ailleurs. C'est toujours pareil, comme on le voit dans la biotech notamment ou les medtech. Merci à tous les quatre. Merci de nous avoir suivis. Je laisse à présent la parole à Pierre Sanchez qui reçoit Isabelle Zablitz-Schmitz sur e-santé présidence de l'Europe 2022, porter l'excellence française. Merci, à bientôt. Merci. Merci. Merci.